Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Je vais tout de suite donner la parole à Michel Vaspart. Je pensais que vous donniez au rapporteur, excusez-moi, je vais commencer. Juste un mot, et ça s'adresse au ministère. On a bien entendu Elisabeth Borne, elle l'a dit ici, je crois que c'est le 21 novembre, enfin peu importe, oui, je crois que c'est ça, effectivement, il y avait bien eu 65 millions d'euros de dégagés pour un certain nombre d'équipements et d'aménagements sur les ports français, y compris du réseau global, c'est-à-dire Bretagne et Basse-Normandie. Je mets après un peu à part les autres ports, notamment Calais, Dunkerque et Le Havre aussi, qui est un cas un peu particulier. Néanmoins, d'après ce que je sais, le budget, la France doit financer entre 30 et 50% des fonds européens de ce que mettra l'Europe pour ses équipements. Hein, c'est exactement le cadre. Or, quand on regarde le PLF 2019, il n'y a aucune ligne. Sauf à me tromper, il n'y a aucune ligne. Hein, j'ai eu l'occasion de rapporter le budget sur les ports il y a quelques semaines. Il n'y a aucune ligne. Alors, comment fait-on ? On a rappelé lors de notre réunion avant ce débat que s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de deal le 30 mars, on est dans une situation quand même particulièrement difficile. Hein, ça a été expliqué par plusieurs et notamment par Jean-Marc Hurouet. Donc il va falloir qu'on aille vite. Il va falloir qu'on aille vite et au niveau des financements, et au niveau des infrastructures nécessaires, et au niveau des recrutements. Voilà. On n'a rien vu sur le PLF 2019, hormis ce que nous avait annoncé Gérard Darmanin sur un nombre, je ne sais plus, c'était 300 ou 400, 350 douaniers. Ça, c'est le premier point. Juste une remarque également sur un plan purement financier par rapport à ce qu'a dit le président de l'UPF. Je comprends fort bien qu'étant donné qu'il n'y avait pas de taxe foncière, vous ne payiez pas de taxe foncière ni d'IS, que ce soit effectivement problématique pour les ports aujourd'hui, puisque c'était quelque chose où vous étiez exonéré. Je mets un peu à part les deux néanmoins, je me permets de vous le dire, je mets un peu à part les deux, parce que les deux ne sont pas de même nature. Les taxes foncières, ça va être pour vous une charge fixe, donc là il va falloir y faire très attention et regarder comment, avec l'État, ça peut avoir le moins d'impact possible sur les ports français. Concernant l'IS, le problème est un peu différent, parce que vous pouvez jouer aussi sur les amortissements, tout dépend des investissements que vous allez faire, et puis en tout état de cause, l'IS est proportionnel aux bénéfices. Donc, vous voyez, quand on assimile les deux de la même manière, je trouve qu'il faut faire un tout petit peu attention, parce que ce n'est pas du tout de même nature au niveau d'un compte de résultat et d'un bilan. Moi, j'aurais aimé vous poser deux, trois questions. Vous avez dit, à fort justement d'ailleurs, qu'en 2017, il y avait une amélioration sensible de trafic portuaire en matière de containers, c'est vrai. Par contre, c'est vrai aussi qu'on a pris beaucoup de retard en matière de compétitivité sur les ports français par rapport aux ports extérieurs, et notamment aux ports les ports du Nord, hein, que ce soit Rotterdam, Anvers et Bruges, etc. Il faut effectivement remettre en place une véritable stratégie de reconquête. Cette stratégie de reconquête, elle passe aussi, de mon point de vue, je vous donne un avis personnel, ce n'est pas une question, par une évolution de la gouvernance des ports en général et des grands ports en particulier, en associant peut-être davantage à la fois les entreprises et les opérateurs. Si je me permets de vous dire ça, c'est parce que lorsque je suis allé visiter le port du Havre, j'ai été assez impressionné, comment dire, pour ne vexer personne. Surtout devant une élue du Havre. Hein. Faites attention. Une certaine réserve, on va dire, ou voire distance entre la gouvernance du port et les opérateurs. Alors qu'on est dans une compétitivité de ce type, c'est une concurrence internationale et chacun a le même intérêt, même si on sait bien que les intérêts parfois sont un petit peu différents. Mais l'intérêt, c'est de gagner des parts de marché et d'améliorer la compétitivité globale, que ce soit des opérateurs ou des gestionnaires de ports. Ça, c'est une remarque que je me suis faite et qui m'a un peu posé problème. Et puis, si j'en veux aussi pour preuve,
c'est le rapport de la Cour des comptes, qui notamment est très critique sur la position de l'espace multimodal du Havre. Je pense cet exemple précis. Et il semblerait, sauf erreur de ma part, que avant que ce ne soit construit, il y avait un certain nombre d'opérateurs qui étaient très réservés sur l'emplacement. Et il s'avère aujourd'hui que cet emplacement-là, il semble qu'il pose un certain nombre de difficultés. Concernant le réseau ferroviaire, alors c'est vrai que si on n'a pas d'intermodalité au niveau de nos ports, on met nos ports en grande difficulté. Ça, alors là, je partage complètement votre avis. Il faut qu'on puisse, à la fois par le fluvial et à la fois par le ferroviaire, évidemment, évacuer les marchandises qui arrivent sur nos ports. Sur le fluvial, on a quand même aussi, et là je m'adresse au gouvernement, quelques difficultés en matière d'entretien. Ça a été dit, et je sais que notre président en a été, comme Gérard Cornu, également saisi. Je l'avais été, moi, au moment du rapport de l'an passé par Voies navigables de France sur l'état des écluses, notamment de certaines écluses, qui mettraient en grande difficulté ce transport fluvial si véritablement elles étaient en panne ou où on était obligé d'arrêter le trafic sur plusieurs mois pour la rénover. Donc on a un problème d'entretien là-dessus. On a un problème. Alors il semblerait, moi je parle sous toute réserve, mais il semblerait qu'on ait un problème également sur le ferroviaire à cause d'un certain nombre de nœuds qui ne sont pas réglés. On en parle notamment souvent du nœud de Lyon. Voilà, donc c'est des observations. Je crois qu'il faut que nous avons, on le dit souvent, le deuxième territoire maritime du monde. Et quand j'entends dire certains parler de deuxième puissance maritime du monde, attention, ce n'est pas vrai du tout. On a le deuxième territoire maritime du monde. On n'a pas la deuxième puissance maritime du monde. Et c'est bien dommage. Et je pense qu'il va falloir qu'on se redresse, retrousse les manches et que collectivement, que ce soit les ports, que ce soit l'État, que ce soit les élus locaux notamment, puisqu'il y a un certain nombre de ports qui sont maintenant sous compétence régionale, il va falloir qu'on se retrousse les manches car on a véritablement de grandes plus-values à aller chercher, de grandes valeurs ajoutées à aller chercher. Et je ne crois pas qu'on mette tout à fait tous les moyens. C'est plutôt une observation qu'une question. Tous les moyens nécessaires pour gagner ce pari. Merci, M. Vaspart. À répondre. Oui. Donc, très rapidement, donc, vous avez parfaitement raison sur la distinction à faire entre la taxe foncière et l'impôt sur les sociétés. Notre distinction est que d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes bénéficiaires. Dans un cas, ça va dans les caisses de l'État, dans l'autre cas, dans les caisses des collectivités territoriales. Et une autre différence très considérable, c'est que dans la plupart des cas, la taxe foncière que nous acquitterions serait refacturable aux entreprises privées qui occupent le domaine. Et donc ça peut avoir un impact direct très très important sur la compétitivité, voire la viabilité de certaines activités économiques qui sont implantées sur nos ports. Sur l'impôt sur les sociétés, tout à fait d'accord, ça dépend du résultat, ça dépend de notre stratégie d'investissement. Et d'ailleurs, la principale disposition qui est envisagée pour répondre à cette problématique, c'est d'autoriser en loi Pacte, je crois, les ports à procéder à l'adoption d'un nouveau bilan d'ouverture qui permet de réévaluer certains actifs, d'en augmenter la valeur, d'augmenter donc les amortissements et de réduire ainsi la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. Sur le ferroviaire, on est d'accord. Vous parlez que d'infrastructure. Je voudrais quand même insister sur le fait que l'infrastructure est une chose. D'abord, ça coûte cher et ce n'est pas toujours l'alpha et l'oméga de nos difficultés. Gros sujet sur l'accès au réseau, les conditions de capacité, de sillon, comme on dit dans le jargon, d'attribution des sillons pour les activités de fret ferroviaire, que ce soit en termes de priorité par rapport au transport de passagers ou que ce soit en termes de délai, parce que le besoin de la logistique ne s'exprime pas 10 ans avant. Autant pour des passagers, je dis 10 ans, j'exagère, hein, c'est de l'ordre de plusieurs années. Autant pour le fret ferroviaire, le besoin s'exprime plus tard. Et donc, on travaille d'ailleurs avec SNCF Réseau, notamment sur l'axe Seine avec le préfet Philiseau, pour trouver les moyens de pré-réserver de la capacité pour le fret ferroviaire. Mais c'est quelque chose de très difficile. Et puis, je dis souvent, les marchandises ne votent pas. Et donc, c'est toujours difficile d'arbitrer en faveur d'un train de fret et au détriment d'un train de voyageurs. Et puis l'autre sujet fondamental pour le fret ferroviaire et le transport combiné en général, c'est la question du modèle économique.
question du modèle économique. Qu'on le veuille ou non, un train, ça va toujours se comparer à un camion. Et lorsque le camion est moins cher, c'est cette solution-là qui est utilisée. Donc ça touche aux questions d'aide publique, d'aide à la pince, d'aide au transport combiné. Ça touche aux questions de tarification du réseau ferroviaire en France. Et en tout état de cause, si c'est pas compétitif, ça passe pas. Et donc il y a de l'argent public à mettre pour que ça passe. Il y a de l'argent public à mettre parce que les trains, c'est moins de pollution, c'est moins de congestion sur les routes. C'est ce qu'on appelle des externalités. Enfin, il y a un enjeu, il y a un impact positif pour la sphère publique qui justifie d'y mettre de l'argent public. Et puis dernier point, je suis 150% d'accord avec vous sur le fait que une place portuaire, la compétitivité d'une place portuaire, ça dépend de la bonne entente entre l'ensemble des acteurs privés entre eux, les acteurs privés et les acteurs publics. Et je suis même dans votre sens, d'accord. C'est un élément de mon projet stratégique de ces 5 années et probablement l'élément sur lequel on a le moins bien réussi. Un port, c'est quelque chose de compliqué. C'est une alchimie, c'est un ensemble d'acteurs qui, quelque part, ont un partenariat de nature horizontale. C'est-à-dire que l'autorité portuaire publique fournit des infrastructures, mais le navire, il a besoin d'avoir des quais qui sont bien construits, il a besoin d'avoir un pilote, il a besoin d'avoir un remorqueur, il a besoin d'avoir un manutentionnaire, il a besoin de tous ces services, dans le cadre vraiment d'un partenariat, au sens normal du terme, horizontal, entre autorités portuaires et l'ensemble des acteurs privés. Chacun de ces acteurs ayant ses intérêts propres, évidemment, et cherchant à capter un maximum de la valeur qui est créée par le passage portuaire. C'est bien naturel, c'est la règle du marché. Un port, c'est aussi un partenariat de nature verticale, où on a une autorité portuaire qui est chargée de défendre l'intérêt général, qui dépense de l'argent public, et qui est chargée de défendre l'intérêt général. Et on sait bien que l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et que donc cette autorité publique dans un port, de mon point de vue, elle a sa justification. Elle doit exister pour s'assurer que l'argent public est bien dépensé et qu'au global, la politique d'ensemble, elle se fait au profit de l'intérêt général et pas uniquement au profit des intérêts particuliers qui sont sur le port. Alors c'est un peu philosophique ce que je vous dis, mais on trouve une application très concrète à cette question dans la question de l'article 35 qui a été évoqué par votre voisin de gauche. Et donc c'est toute la question du pouvoir de régulation de l'autorité portuaire sur les activités qui se tiennent sur le port. Trop de régulation, c'est moins de compétitivité. Pas assez de régulation, c'est un défaut de politique publique, de portage des politiques publiques et d'efficience finalement de l'investissement de l'argent public. Alors la Cour des comptes comme l'Inspection des finances ont très clairement écrit toutes les deux que la loi de Médut était allée trop loin dans le désintérêt des ports aux opérations, en fait, que les ports n'étaient plus du tout impliqués dans les opérations et qu'il y avait la nécessité de revenir vers plus de régulation, plus d'implication de l'autorité portuaire au bénéfice de l'intérêt général, tout en veillant à ne pas casser la compétitivité. On voit bien que c'est un petit peu la quadrature du cercle. Oui, très rapidement. J'ai beaucoup de sénateurs qui souhaitent s'exprimer. Oui, on est OK. On est OK. Je pense que tous, on est assez OK sur le fait que c'est dommage aujourd'hui de constater le volume traité par les ports par rapport justement à cette géographie chanceuse que nous a transmis l'évolution de la Constitution de l'État français, de la République française. Alors, je suis aussi, et je l'ai entendu comme vous, monsieur le sénateur, assez inquiet sur le fait qu'en effet, dans le cadre des préparations et des besoins de budget aux préparations, en effet, la Commission européenne potentiellement alloue 65 millions d'euros au bénéfice des ports que vous avez cités, mais c'est vrai que dans le règlement d'utilisation des fonds, logiquement, il doit y avoir une partie publique française, c'est-à-dire, il me semble, 40-60. Évidemment, on ne finance pas 100%, mais pour le volet financier, il doit y avoir un financement bipartite. En effet, pour l'instant, il n'y a pas de budget pour accompagner ce budget de 65 millions d'euros. Complètement d'accord. C'est un constat. Sur le raccourcissement des délais, et M. Trift l'a dit, je suis quand même très concrètement très inquiet. Hervé vient de le dire aussi, on n'a pas en France le système le plus rapide pour pouvoir donner des autorisations à aménager tout ou partie du territoire. Et on sait que sur le port, on est sur un territoire sensible, proximité maritime. Donc je suis assez dubitatif, j'attends de voir. Je suis bien conscient que le gouvernement a pris un dispositif par cette loi permettant de légiférer par ordonnance. Mais en tout cas, je pense que vous aurez en tout cas, vous qui êtes des élus de terrain, très vraisemblablement des remontées
de citoyens français qui ne seront pas d'accord de ne pas avoir le droit de s'exprimer ou de faire des recours, si c'est ça dont on parle, parce que s'il y a des recours, on sait très bien que de toute façon, le premier recours bloque l'investissement et le projet. Donc je suis dubitatif. C'est pas impossible, je pense, mais je suis dubitatif. Je suis en tout cas très inquiet parce que vous avez dit sur le fait que visiblement dans le PLF 2019 tel qu'on vous le présente aujourd'hui, où vous l'avez voté, il me semble, il n'y a pas un volet Brexit, et j'entends qu'il y aurait donc 350 douaniers de recrutés, et ceux-là sont budgétés. Et je suis très inquiet, et Hervé doit l'être autant, parce que, oui, je ne parle pas de la partie vétérinaire, mais je parle de douanier déjà, parce que le ministre Gérard Darmanin, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président du port de Dunkerque, a annoncé il y a 15 jours qu'il y aurait 300 douaniers de plus pour les Hauts-de-France. Je pose la question, combien il est prévu pour les 2 autres régions concernées? Je n'ai aucun chiffre. En tout cas, si c'est que 50, puisque 350 moins 300, il en reste 50, le compte n'y est pas, puisque moi, la seule chose que je demande, c'est que mes adhérents puissent continuer à faire le même métier et traiter les mêmes volumes aux mêmes endroits où ils le font maintenant. Et il se trouve que nous autres, nous ne pouvons pas organiser le passage douanier. C'est l'État seul qui peut le faire. Et en effet, Hervé le rappelle, c'est évidemment vrai en ce qui concerne les contrôles sanitaires et vétérinaires.